êtes sur Akoum Radio, la radio des sonorités africaines, 98.3 à Libreville, akoumradio.fm et sur notre application disponible sur Play Store. Mbolo l'Afrique, Sorani le Gabon, bienvenue au mic avec Miss Bouloualou, votre programme qui vous fait découvrir les personnalités africaines. La personnalité que nous recevons aujourd'hui est nommée, je cite, le Spielberg du Gabon. Depuis le début des années 2000, celui qui à la base travaillait dans le secteur de la santé s'est imposé dans le 7e art sur le petit écran avec la série Congossa sur TV+, pour ensuite nous produire divers longs métrages comme Le cœur des femmes, L'amour du diable ou encore Le secret des femmes sorti récemment. Le producteur, réalisateur, formateur de talent, s'il vous plaît, le boss des studios Montparnasse, Melchi Obiang a laissé ses caméras le temps de passer au mic avec Miss Bouloualou. Melchi Obiang, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super bien, avec une telle entrée, tout de suite on se sent bien. Bienvenue sur Akoum Radio. C'est quoi les nouvelles de Melchi Obiang? Les nouvelles de Melchi Obiang, c'est, on dirait en même temps, ce sont les nouvelles des studios Montparnasse. Mais déjà, permettez-moi de remercier le staff, les dirigeants, les techniciens, tout le monde à Akoum Radio pour cette invitation que j'ai pas du tout hésité à honorer. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et des nouvelles, nous allons en donner. Les studios Montparnasse, Melchi Obiang se porte à merveille, toujours en activité, avec ce qui retient l'attention en ce moment, les projections du film Le silence des femmes, qui est un film qui en ce moment est en train de faire du chemin, aussi bien sur le plan national qu'international, parce qu'il y a de cela à peine un mois, du côté de Yaoundé au Cameroun, il a remporté le prix du meilleur long métrage d'Afrique centrale au Festival international du film d'Afrique centrale. Meilleur long métrage. Oui. C'est intéressant ça, parce que c'est déjà un film qui parle des violences faites aux femmes et c'est un sujet qui est beaucoup actuel, que ce soit au Gabon ou dans le monde en ce moment. Est-ce que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur? Oui, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que lorsqu'on regarde la société aujourd'hui, déjà on commence chez nous, la violence exercée sur les femmes a tendance à devenir quelque chose de normal. Et je suis très content que les plus hautes autorités aient décidé de prendre le taureau par les cornes. Et donc c'est aussi pour moi une responsabilité en tant qu'éducateur de masse, en tant qu'influenceur, en tant que producteur, de participer à la sensibilisation, à la dénonciation de cette pratique qui déshumanise quand même la femme. Et donc ce film vient rappeler combien de fois la violence, de façon générale au départ, est faite, exercée sur les femmes, quelle qu'en soit la forme, ne devrait pas du tout exister. Ça ne devrait même pas commencer parce que chaque coup peut être fatal. Et ça peut être le premier qui peut être fatal. Chaque coup peut être fatal, mais ton coup de communication avec le silence des femmes, avec des projections pas qu'à Libreville, ça par contre, c'est pas un coup fatal. Est-ce que ça se passe bien du côté des projections? Oui, du côté des projections, ça se passe super bien, merci. Il faut dire que nous avons au niveau des studios Montparnasse la chance d'avoir déjà quand même un public qui est acquis, qui est là et qui nous suit depuis très bien, depuis un très bon nombre d'années. Vous avez très bien supplanté le décor depuis les années 2000 par là. Nous avons fidélisé donc ce public et nous revenons chaque fois à la charge avec des réalisations portant des thèmes en phase avec la société africaine, avec le Gabon. C'est la raison pour laquelle il y a autant d'émulation, autant de suivi autour de nos œuvres. Et donc la conséquence, c'est que oui, les projections à l'extérieur se passent très bien. On a été au Cameroun récemment, on a été au Sénégal, on a été au Ghana, on a été en Tunisie, on a été en Côte d'Ivoire, on a été un peu partout. Après, il y a eu une petite pause parce qu'il fallait qu'on vienne aussi démarrer les projections ici. Et ici, comment ça se passe? Ça se passe super bien. À l'intérieur du pays, est-ce que les messages comme celui qui est dans le silence des femmes, est-ce qu'ils sont bien perçus? Parce que certaines personnes pensent que ceux qui sont à l'intérieur du pays ont une mentalité un peu plus traditionnaliste et qu'il y a certains sujets desquels on Effectivement, on a tendance à le croire, mais c'est surprenant. Je peux vous dire qu'à l'intérieur du pays, le message est très bien reçu. On a tendance à croire qu'à l'intérieur du pays, parce qu'ils sont plus assis sur les valeurs que nous, alors ils ont, d'après ce que nous pensons à tort,
ils ont tendance à chosifier la femme, mais pas du tout, bien au contraire, parce qu'ils savent ce que c'est, ce qu'est la femme, ce qu'elle représente, la matrice qu'elle est. Depuis nos aïeux, elle a toujours eu une place de choix. Et donc, le plus souvent, lorsque nous nous retrouvons à l'intérieur du pays, pour parler de ça, tout de suite, nous sommes en phase avec eux et nous avons même l'impression qu'ils sont contents parce qu'ils se disent « Ah, vous avez compris en fait ». Donc, est-ce que tu dirais que la femme chez nous, elle est valorisée ? Oui, elle est valorisée parce que déjà, aujourd'hui, nous avons un arsenal juridique quand même qui a été mis en place par les plus hautes autorités dans la seule intention de la protéger. Et moi, je dis encore que ce n'est pas assez parce qu'il y en a quand même aujourd'hui qui, malgré ces dispositions juridiques, se retrouvent encore prisonnières. Est-ce que tu penses que la femme est marginalisée dans la société en général ? De façon générale, oui. Elle est marginalisée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de mes productions, beaucoup de mes longs métrages tournent autour des conditions de vie, des conditions d'existence de la femme. Parce que justement, moi, je trouve qu'elle est marginalisée sur le plan familial, sur le plan professionnel. Elle est marginalisée et il faut que le monde, de plus en plus, la libère et lui donne toutes les opportunités qui sont aussi données aux hommes parce que c'est un être humain. Tout simplement, c'est un homme avec grand H et c'est bien dommage parce que cette façon parfois de la marginaliser nous prive des grandes compétences, des dispositions particulières que la femme a et que nous ne mettons pas forcément en valeur alors que ce serait à notre profit. Oh là là, on dirait que Melchi Obiang est féministe. Est-ce qu'on peut dire que tu es féministe ? Pas très loin de là. Pas très loin de là, honnêtement, pas très loin de là. Et je pense pour vous sortir un secret, ça va être une exclusivité. Je pense que c'est dû au fait que je suis un garçon qui a beaucoup été encadré par sa maman, qui n'est plus de nos jours malheureusement, mais j'ai vu le combat qu'a mené cette femme pour m'éduquer, pour faire de moi un homme avec des valeurs, pour que je sache m'imposer par le travail, par la valeur du travail dans une société. Et quand j'arrive à faire ça, sans qu'elle ne soit là, je me dis waouh, ça a été un travail fait des années en arrière. Des années. Parce qu'en principe, ce que nous devenons dans la société, c'est le travail qui a été fait par nos parents plus jeunes. Voilà. Et donc, ça m'a permis de comprendre que la femme est extraordinaire et qu'elle a des valeurs, elle a des dispositions, elle a un potentiel que malheureusement nous étouffons lorsqu'elles se retrouvent marginalisées. Il faut les libérer, il faut leur donner plus de responsabilités. Et je suis d'accord avec quelqu'un qui avait dit quelque part que si c'était les femmes, de façon générale, qui dirigeaient le monde, ils se porteraient mieux. On parle des femmes, on parle du cœur des femmes. Ton film où tu nous présentes une femme qui est spoliée après le décès de son mari. Est-ce que c'est quelque chose qui a été vécu dans ta famille ou d'où est-ce que tu tires ton inspiration ? Le cœur des femmes. Ouais, cette femme sur laquelle la belle famille tombe après la disparition de son époux qui était le protecteur, qui était son protecteur, le bouclier. C'est une inspiration qui m'est venue de ce que j'ai vu, à gauche, à droite. C'est malheureusement un fait très régulier, un peu trop régulier même, chez nous au Gabon, il faut le dire. Il faut le dire. Et donc, j'ai décidé de le dénoncer en montrant les conséquences sur plusieurs plans. Parce que souvent, on pose des actes, mais on ne pense pas à ce que ça peut avoir comme conséquence après, pour les enfants, pour la famille elle-même, pour la santé mentale, physique de la concernée, pour la cellule familiale. Et si la cellule familiale est déchirée, c'est toute la société qui est déchirée. Rien ne peut aller de... C'est-à-dire, nous ne pouvons avoir rien de bon si au niveau de la femme, qui est la base de toute société, il n'y a rien de bon. On parle de société, on parle de la série Congossa parce que on t'a tous découvert sur TV+ avec la série Congossa, la série à succès. D'où est venue l'inspiration de la série là ? Parce que tu nous disais déjà là tout de suite que tu écris en fonction de ce que tu vois. Est-ce que c'est ce Congossa, c'est parce qu'on parle de plus de 100 épisodes, c'est quand même une grande série. Ça nous a rythmé sur la télévision, c'était notre rendez-vous du soir. Donc l'inspiration est venue d'où ? À quel moment tu t'es dit je vais faire cette série et comment tu te retrouves sur TV+ à être diffusée ?
Alors, la petite histoire de Congossa, c'est vraiment le quotidien des Gabonais et puis de l'Afrique. Voilà. Les gens qui colportent, les gens qui disent tout et rien sur les autres, les gens pointus, le boulot à loup et tout ça. Maman verra. Mais c'est ça aussi la chaleur africaine, c'est ça aussi la particularité, la couleur de la vie en Afrique. Et ça nous est particulier, quoi. Et donc l'inspiration, c'est tout simplement ce que je voyais là dans la société, ce que j'entendais dans les transports en commun, ce que je vivais dans les salles d'attente, ce que j'entendais les gens raconter au quartier, les voisins. Je me suis dit, tiens, attends, tout ça mélangé, mais ça pourrait donner un cocktail qui va intéresser tout le monde, puisque tout le monde va se retrouver là-dedans. Exactement. Et ça a donné Congossa, en fait, avec des personnages qui représentaient façon assez bien chacun d'entre nous dans la société. Comme par exemple Vera et son fils Durand. Ah oui. Surprotégée, elle voulait la belle-fille qui avait beaucoup d'argent. Hors de question que se pointe à sa porte pour sa fille un beau-fils qui ne soit pas riche. La même chose pour le garçon. Hors de question d'avoir une belle-fille qui n'a pas de moyens. Donc pour elle, la fille du ministre Linda, c'était la belle affaire. On parle toujours de la même actrice et là on va dans le prix de la trahison, c'est toujours le même profil. On dirait, tu as apprécié ce profil-là de la maman qui ne veut pas la belle-fille pauvre et tout, et tu amènes ça dans le prix de la trahison. Oui. Et tu mets en avant l'usage des nganga parce que ça fait partie de notre société. Ouais. Et pourquoi ? Est-ce que les gens de la tradition ne sont pas tombés sur toi pour dire que tu nous exposes ? Est-ce que ça a été bien reçu ? Ça a été dans l'ensemble bien reçu au niveau des tradipraticiens, des nganga, comme on les appelle vulgairement, parce que avant de tourner ce film, j'ai même travaillé avec plusieurs d'entre eux et j'ai expliqué pourquoi j'allais me permettre en fait de dévoiler un peu ce côté-là. Il fallait montrer quelque part la dangerosité un peu de certaines pratiques. Au départ, la médecine traditionnelle, de façon générale, est une bonne chose. Nous l'avons hérité de nos parents, de nos aïeux. Mais à l'intérieur, il y a parfois certaines personnes qui s'en servent pour faire du mal. Et ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Et ça a été le cas dans le prix de la trahison. Parce que vous voyez bien qu'au départ, quand elle fait la démarche pour trouver la potion magique, on lui dit qu'il y a une quantité à ne pas dépasser dans l'utilisation qu'elle doit faire. Mais elle va aller au-delà. Elle a abusé. Et donc les conséquences ont été aussi abusives, quoi. On parle un peu d'abus et la scène de nu des acteurs qui ont poussé sur la brouette. Ah ouais. Est-ce que c'était pas trop osé, Melchi ? Non, c'était pas osé. C'est vrai que ça a choqué, ça, je le sais. Et je savais bien que ça devait choquer. C'était mon objectif. Il fallait que je choque pour passer le message que je voulais passer, en fait. Et il fallait aussi amener les gens à comprendre que le cinéma, c'est le cinéma. Il ne faut pas se conforter, s'habituer aux scènes où les gens, je veux dire un mari et une femme qui se couchent habillés, la femme le foulard, tout habillé. Non, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Mes films sont très réalistes et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont du succès. Très, très réalistes. Et donc, la scène, elle a été choquante, oui, mais il fallait bien en arriver là pour faire passer le message et amener les gens à comprendre que sur le plan cinématographique, on gravit quand même des échelons et que de temps en temps, nous formons et nous avons des comédiens capables de rentrer de plus en plus dans des rôles difficiles. Martha, la 7e femme. Ouais. Là, on parle de détournement de mineurs. On parle de tout, de mariage forcé. Ouais. Melchi parle beaucoup de l'histoire des femmes. Et là, Martha, c'est vraiment le détournement de mineurs. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'en milieu rural, aujourd'hui encore, et très souvent, malheureusement, parfois la loi n'est pas toujours présente. Elle n'est pas regardante là, dans ce milieu. Parce que parfois, le manque de structure adéquate, parce que parfois, le temps
par exemple, que les autorités judiciaires, que les forces de police interviennent, il se sera déjà passé beaucoup de choses. Donc c'était pour moi aussi une façon d'attirer l'attention des autorités pour dire il n'y a pas que la capitale. On a l'impression qu'on concentre toutes les forces de police, par exemple, dans la capitale, mais à l'intérieur du pays, c'est beaucoup dans les zones rurales. Il y a beaucoup plus de il y a beaucoup plus de soucis, de débordements, de violations de la loi. Et il faut aussi avoir un regard par là-bas. Est-ce que c'est pour ça que tu as tourné les films comme L'amour du diable ou encore Martha à l'intérieur du pays? Exact. C'est l'une des principales raisons. Je voulais vraiment attirer l'attention des autorités pour leur dire qu'il n'y a pas que la capitale. Il y a de très mauvaises choses qui ont tendance à se dérouler à l'intérieur du pays. Il faut avoir un regard là-bas. Il faut aussi déployer des forces là-bas parce qu'il y a des victimes en tout genre. Et vous avez vu Martha, cette jeune fille brillante avec un avenir prometteur, mais qui rêvait de s'accomplir sur le plan scolaire, mais bon, qui est déroutée de la façon la plus marginale, la façon la plus brutale par un vieux retraité, homme d'État, tout puissant, qui règne sur la contrée, contre lequel personne ne peut dire non. Vous voyez un peu. Donc, nous avons des hommes comme ça qui font la pluie le beau temps à l'intérieur du pays. Il faut que les forces de police, il faut que l'autorité, il faut que la force reste à la loi, même dans ces zones-là, pour protéger les potentielles victimes. On veut protéger les victimes et d'ailleurs, c'est beaucoup de messages dans tes films. Comment ça se passe, l'écriture? Est-ce que c'est direct dès que tu as une idée? Comment ça se passe en général? C'est dès que tu as vu quelque chose au quartier, tu te dis, bon, je vais déjà écrire le script. Comment se passe ton travail d'écriture en général? Alors, généralement, lorsque je vis une scène, je la note. Je la note sur un calepin. Tout à l'heure, par exemple, quand j'arrivais pour l'émission, en bas, il y a un jeune qui m'a approché. « Oh, Monsieur Melchi, je fais une photo !» Et puis sa maman, elle était là, elle était un peu gênée parce qu'il s'est détaché. Vraiment, il est venu vers moi, il m'a enlacé. Et j'ai vu un peu cette maman, mais qui était en même temps contente et peut-être aussi un peu inquiète parce qu'elle s'est rendue compte que son garçon, apparemment, pouvait extérioriser une certaine force, aller comme ça sans qu'elle n'ait dit vas-y, parce qu'il était quand même un peu jeune. Donc vous voyez, ça m'a inspiré déjà quelque chose parce que nous avons là un enfant et sa maman qui revenait certainement, je ne sais pas, de l'hôpital ou rendre visite à quelqu'un. Et puis l'enfant voit quelqu'un qui le passionne. Et ça, c'est de petits instants en fait qui me renseignent moi et qui me permettent après, en réfléchissant, de dérouler une histoire. Qu'est-ce qu'il sera dans 10 ans, dans 15 ans? La maman, elle deviendra quoi? Etc. quoi. L'écriture des scripts, est-ce que tu es seul ou bien il y a des membres de ton équipe? Non, il y a toute une équipe avec moi. J'évite d'être seul parce que c'est souvent un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Au bout d'un certain nombre de films, ils vont se ressembler si le réalisateur continue tout seul. Donc aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe. J'ai avec moi des gens qui sont à mes côtés depuis un bon nombre d'années, qui ont très bien déjà assimilé ma façon de travailler et qui font dans l'écriture. Voilà. En général, ça te prend combien de temps pour tourner un film? Pour le tournage d'un film, généralement dans les studios Montparnasse, nous sommes sur 3-4 mois. Oui, 3-4 mois. Pour le tournage? Oui, pour le tournage uniquement. Et ensuite pour la post-prod, le montage, nous sommes souvent dans les 2 mois pour préparer la sortie, l'avant-première et le déploiement de com qui s'ensuit. C'est souvent une grosse machine quand même. Et notre technique de tournage, c'est rassembler tous les moyens financiers, matériels, humains et aller en même temps et pour le tournage. Définitivement boucler en fait. Nous n'aimons pas trop aller et puis arrêter à un moment, revenir et se dire on reprend dans 2 mois. C'est souvent difficile parce qu'entre-temps on pourrait avoir quelqu'un qui a grossi ou qui a maigri, une femme qui peut tomber enceinte, etc. Donc souvent nous y allons, nous fonçons comme à l'armée quoi. On assiège le coin et on travaille. Et comment était ton premier tournage? Est-ce que c'est Congossa ta première production? Parce que nous on connaît Congossa, mais est-ce que c'est Congossa ta toute première production? Oui.
c'est Congo. Complètement. Donc, à la première production, Melchior Bion a le succès. Oui, ça a été vraiment un coup d'essai. C'était Congo. Et on a remarqué que la réalisation évoluait au fur et à mesure. Exactement. Parce que, en fait, Congossa a été non seulement mon baptême de feu, mais en même temps, Congossa a été pour moi une école d'apprentissage. Parce que je tombe en plein dans la réalisation et puis il fallait aussi que je m'améliore. Donc, il fallait des tutos, il fallait de l'encadrement. J'ai eu la chance à l'époque d'être bien encadré à TV+, avec des gens comme Alex Eboué, Nadji Gonasseda, le défunt grand journaliste, voilà. Et donc, j'ai eu toutes ces personnes qui se sont concentrées autour de moi et qui m'ont aidé tout de suite à prendre vraiment le train en marche. Salangwabo, ils étaient nombreux. Du coup, comment on part de la santé au 7e art? Il faut que tu nous expliques parce que c'est pas évident. Tu avais un boulot dans la santé et puis tu t'es dit non, moi je veux faire des films. C'est en quelle année? Quel a été ton déclic? Honnêtement, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, surtout pour ma défunte mère. C'est elle qui en a le plus souffert en réalité. Moi, en fait, j'étais dans ma passion. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Moi, j'étais dans ma passion, donc c'était presque normal. C'est plutôt quand je devais aller travailler pour la santé que je me sentais un peu en souffrance. Parce que j'étais là en train de faire en fait quelque chose qui ne me passionnait pas. Et j'avais l'impression de tricher avec moi-même. D'être un imposteur? Voilà, merci. C'est ça même. Merci de me prêter le terme exact. J'avais vraiment l'impression d'être en imposture, mais extrême. Et ça, je ne pouvais plus le supporter. Elle était contente parce qu'elle-même étant personnelle de santé au départ, elle a voulu que je suive un peu la même voie. Bon, moi, j'ai appris et puis j'ai été diplômé et puis je lui ai dit, c'est bon, voilà le diplôme, quoi. Tu as la preuve que je ne suis pas bête, c'est bon. C'est bon, mais là, franchement, il va falloir me laisser faire ce que je veux. Sinon, je sais pas quoi, je vais être très malheureux toute ma vie. Mais les débuts étaient difficiles. Très, très difficiles parce que elle m'avait sévré de tout ce qu'elle me donnait, même financièrement. Je me rappelle mes premiers cours pour aller les prendre chez le défunt André Auton. À l'époque, il habitait l'échangeur de vous voyez l'échangeur. C'est là que le défunt André Auton habitait. Un grand terrain familial, il était là avec tout son matériel et il recevait des jeunes qui voulaient apprendre. Moi, à l'époque, j'étais au boulevard Bissieux. Vous voyez un peu la distance? Wow. J'y allais à pied. Parce que la vieille m'avait dit, ah non, toi, tes trucs de cinéma, puisque tu insistes, je te donne plus rien. Waouh, du boulevard Bissieux. Et j'y allais à pied, je vous assure. À l'échangeur de là, c'est une distance. J'y allais à pied. Des fois, André pouvait me ramener. Il avait une moto là, mais ça, il ne le faisait pas tout le temps. Donc, Melchi, tu marchais aller-retour. Ouais, je marchais. Je passais par Petit Paris, à Québec, et j'étais à la. C'est-à-dire, en fait, lorsque vous êtes vraiment passionné de quelque chose, rien ne vous arrête. Ça, je peux le dire avec conviction. Rien ne vous arrête et j'ai toujours su que c'était là ma voie. Formé par André Auton et aujourd'hui avec les studios Montparnasse. Toi aussi, tu formes d'ailleurs. Il y a Aude Esther qu'on voit aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux. Et tu l'as aussi formé. Est-ce que c'était important pour toi de transmettre? Oui, très important. Parce que quand je côtoyais André Auton et plusieurs autres, j'ai bien vu que les jeunes, pour beaucoup, n'avaient pas cette possibilité-là. Et c'est un milieu qui est resté, le milieu du cinéma est quand même resté un peu trop fermé jusqu'à un certain moment. Et donc, je me suis senti aussi la responsabilité, à travers les studios Montparnasse, de former, de leur apprendre le b.a.-ba. Après, quitte à chacun de faire jouer son étoile, de faire jouer son potentiel. Vous avez pris un bon exemple, Aude Esther, qui est arrivée dans ma structure par voie de casting populaire. Nous avons organisé un casting populaire. Elle a participé, elle fait partie des gens qui ont été retenus tout de suite, je me rappelle encore. Et nous l'avons encadrée, nous l'avons formée. Elle est en formation depuis 9 mois déjà. Et elle a tourné son premier film, Le silence des femmes, c'est elle qui en affiche, parce qu'on a vu le potentiel. Et nous ne nous sommes pas trompés à voir tout ce qu'elle fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On parle de potentiel, on parle de Marie-Michel Zwanck, parce qu'on parle de Congossa aujourd'hui à Mami Wata. Est-ce que c'est une fierté pour toi que des gens qui soient... Trop grosse fierté. Et en réalité, c'est ça l'objectif d'un producteur. C'est-à-dire mon souhait est de voir aller en fait toutes ces personnes que j'ai formées, que j'ai lancées. Voir ces personnes aller le plus loin possible.
parce que c'est ma marque de fabrique. Voir ces étoiles briller le plus haut possible, le plus loin possible. C'est pour cela, en fait, moi, je maintiens ma structure ouverte sur tout le monde qui veut apprendre un métier du cinéma, qui veut se lancer. Parce que nous construisons des carrières, nous détectons des talents. Voilà, il le faut. Il nous en faut de plus. Plus nous en aurons au Gabon, plus on entendra parler de nous. Même si ce n'est pas à travers un de mes films, mais au moins j'aurais contribué à faire sortir, à faire connaître un talent d'ici. On parle de faire connaître et on a remarqué que tu utilises beaucoup de musique locale. Oui. Et par exemple, tu as utilisé Moniou dans Martha, Oui. la 7e femme, Moniou Oui. de Queen Coombe. Est-ce que c'est Exact. un choix? Est-ce que tu t'es dit, je prends un titre gabonais pour le mettre en avant? Parce qu'on a aussi remarqué que lorsque tu choisis un son, quand Melchia a choisi un son pour un film, tout le film, son on va écouter. explose. Et on écoute le son, tout le film. Oui. Est-ce que c'est un... Oui, c'est un choix pour 2 raisons. La première est qu'en fait, ce son-là, sur le plan des paroles, accompagne l'histoire du film et en phase avec le scénario. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, je me dis, un film devrait aussi révéler d'autres talents. Et ceux qui composent, chantent, sont aussi de très gros talents. Dans le cas de Martha, la 7e épouse, j'avais fait un travail au préalable avec Queen Coombe. Nous avons travaillé ensemble. Elle m'a donné les autorisations et elle a compris ce que je voulais faire et elle a été très contente. Et à l'avant-première, elle m'avait fait une confidence parce que écouter sa musique avec ces images où la jeune fille était maltraitée, où elle rêvait d'autre chose, où elle avait besoin d'être aidée, elle m'a dit en fait ça lui donne une autre dimension de sa propre chanson. Et c'était ça mon objectif. Tu collabores avec des artistes, mais est-ce que tu collabores avec des réalisateurs, d'autres réalisateurs gabonais? Oui, je collabore avec d'autres réalisateurs gabonais. Nous sommes sur des projets communs que nous sommes en train de développer. Mais souvent, ça traîne pour la simple et unique raison que chacun de nous a d'abord, en fait, ses productions à suivre. Personnel. Voilà, et ça prend souvent du temps. Du coup, les projets à mener ensemble, qui sont aussi importants, ont tendance à souffrir dans le temps. Mais je collabore. Nous avons des projets avec d'autres et aussi avec des réalisateurs étrangers également. Voilà. Les réalisateurs de la nouvelle génération, est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il y a un réalisateur de la nouvelle génération avec qui tu te verrais très bien travailler? Alors, déjà, je les apprécie beaucoup. Je les apprécie beaucoup. Je ne manque jamais d'aller mettre un commentaire pour encourager. Moi, je vois ce qu'ils sont en train de faire et c'est extraordinaire. Et moi, je leur dis souvent de décomplexer, de ne même pas un peu se sentir en dessous ou se sentir insignifiant. C'est de l'art et ça se développe aussi à l'intuition. Ils vont apprendre aussi au fur et à mesure. Et ce qu'ils font aujourd'hui, à partir des téléphones portables, à partir de rien du tout, est très important parce que c'est un début. Et leurs petits films qui ont tendance à exploser là, sur les réseaux sociaux, c'est aussi leur scène d'entraînement. Et c'est ce que je leur dis tout le temps, que ça vous permet aussi de vous améliorer. Vous regardez aussi les thèmes qui intéressent le public qui est en face de vous. Parce que après un certain temps, vous arrivez à une phase commerciale. C'est bien beau de faire tout ça, mais après, il y a une phase commerciale. Il faut vendre. Il faut vendre. Produire Pour vendre, il faut plus. s'imposer et garder, maîtriser un certain public. C'est toute une démarche. Donc, oui, je me verrais travailler avec eux, pourquoi pas. Et moi, je les encourage énormément. Il faut oser. On parle de réseaux sociaux et avec les nouveaux types de contenus justement disponibles de nos jours sur le web, est-ce que tu penses que le cinéma local est en danger? Alors, en danger? Non. Je pense qu'il n'est pas en danger, mais je pense qu'il est, il est bousculé. Et il faut qu'il se mette en phase avec cette nouvelle donne, qui, à mon avis, n'est pas négociable. C'est soit vous prenez le train et vous arrimez à ça, mais soit vous restez à terre et vous êtes largué en fait. C'est pour cela, récemment, au niveau des studios Montparnasse, nous avons lancé une mini-série Mamagato qui va donner ça, je le sais, je sens. On a lancé le premier épisode, ça fait même pas 2 jours, ça a explosé quoi. Ça c'est pas Congo, ça c'est un autre concept de petites capsules de rien du tout, mais qui permettent aussi justement
de rester dans la donne des réseaux sociaux qui sont devenus la salle de projection mondiale dynamique, quoi. De là à là, on peut suivre ce qu'on veut. Oui, on parle de projection, mais on parle aussi de streaming. Est-ce que les films de Montparnasse sont tous disponibles? Parce qu'on veut, nous, on veut la série Congo, ça, on veut se rappeler des bons moments sur TV+, parce que nous on s'est dit non, il faut que nos enfants voient Congo, ça. Est-ce que tu prévois, par exemple, toi-même d'avoir ta propre plateforme de streaming? Oui, ça c'est la bagarre avec tout le monde tous les jours. On m'écrit tous les jours pour ça. Oui, c'est prévu. Nous avons même déjà une application. Nous avons une application, Montparnasse TV, que nous avons testée il y a quelques mois. Nous sommes en train de la faire améliorer, la calibrer pour qu'elle puisse véritablement tenir la route et satisfaire tout le monde à tout moment. Donc nous avons, oui, cette ambition-là de pouvoir permettre à tout le monde, où que vous soyez, de pouvoir en streaming comme ça, regarder toutes nos productions. Est-ce que le cinéma paye au Gabon, Melchi? Parce que si tu as tenu pendant plus de 20 ans, on se dit quand même que ça doit payer. Ça doit payer. Est-ce que ça paye? Il faut nous dire. Alors, ma réponse à cette question, c'est tout dépend du gain qu'on cible. Pour moi, ça paye. Parce que le gain, il n'est pas forcément financier. C'est vrai qu'à première vue, on parle de finances, on veut l'argent, on veut l'eau flouze. Et c'est normal, parce qu'avec l'argent, on fait tellement de choses. Mais avant l'argent, il y a d'autres gains que le cinéma peut nous apporter. Et ça, pour moi, c'est plus important, parce que ce qu'il vous apporte en premier vous permet de travailler l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, je me dis la priorité aujourd'hui, c'est de se former pour être en phase avec tout ce qui se fait en ce moment. C'est important de rester en phase. Il faut se former. Il faut être dans la course internationale, les festivals, où j'y vais de plus en plus. Parce que là aussi, il y a des marchés, il y a des ouvertures, il y a des connexions. C'est très important pour rester en vie. Voilà. Et donc, s'il fallait répondre, je dirais oui. D'une certaine manière, le cinéma paye au Gabon. Maintenant, l'approche des finances, ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Alors, tu t'es exprimé dans les médias et tu as dit, je cite, « Nous devons réaliser des films gabonais par des Gabonais pour l'étranger. Oui. L'absence des salles de projection est un handicap majeur pour l'activité cinématographique au Gabon. C'est à nous de prouver à l'État que nous sommes une priorité en produisant des films avec un impact très fort, aussi bien sur le plan national qu'international. » Oui, c'est exact. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui ne... On comprend le handicap des salles de projection et est-ce que Melchi a prévu quelque chose? Est-ce qu'on aura bientôt la salle, la grande salle de cinéma Montparnasse? Parce que tu as l'air de... Tu es le nom qu'on connaît le plus dans le monde du cinéma. Est-ce que ça arrive? Oui, c'est prévu. Ça arrive. Mais ce que je voulais surtout dire aussi, à travers cet extrait, c'est qu'en tant que producteur, réalisateur gabonais, notre devoir est de d'abord promouvoir la culture gabonaise. C'est notre responsabilité. Je vous prends un exemple simple. Et beaucoup vont comprendre pourquoi certaines chaînes de télévision aussi parfois ne veulent pas prendre certains contenus. Parce qu'après on se dit, ouais, mais... Je vous prends un exemple. Vous voyez, Gabon Première, notre chaîne mère. Gabon Première, par des accords qui nous lient à la France, reçoit des produits, des contenus français, des films. Dans les films français, c'est la promotion de la société française, c'est normal. Le café, le parler, les amours, ça c'est la société française. Alors comment voulez-vous que Gabon Première achète un film de Melchi Obiang qui fait la promotion de la société française, donc qui fait du duplicata de ce qu'il reçoit déjà gratuitement de la France? Où est l'intérêt? Zéro. Mais si par contre je réalise un film qui me parle de mon bigou ou de Ndende ou d'Oyem ou de Bitam ou de tout ce qu'on veut avec la culture gabonaise, c'est différent. Là, il y a du contenu. Et ce contenu même permettra à ceux qui viendront après de voir qu'ah oui, tiens, le Gabon, c'était ça. C'est l'histoire, notre histoire. Si nous ne l'écrivons pas, si nous ne la préservons pas, qui le fera? Donc, c'est pour cela que je dis, nous devons réaliser des films gabonais, par des Gabonais, pour le monde, exporter notre culture
dans le monde entier plutôt que de recevoir des films du monde pour noyer notre culture. Est-ce que Melchi a réussi ce pari? Parce qu'aujourd'hui, on parle de recevoir un prix d'un de tes films. Est-ce que c'est important pour toi, la culture en général, que des éléments de culture soient retrouvés dans tes films? Pour moi, c'est important. C'est important, c'est déterminant. Et moi, je dis oui. Je peux estimer que j'ai réussi parce que aujourd'hui, je fais quand même des festivals. Là, je vous ai parlé juste du festival de Yaoundé qui s'est tenu il y a cela un mois. Mais il y a cela 2 semaines, il y a eu un autre festival à Bujumbura, au Burundi, où un de mes films est également en compétition. Mais bon, c'est un autre film qui a gagné. C'est la loi. Au Cameroun, j'ai gagné, mais à Bujumbura, c'est un autre qui a gagné. Mais déjà, le fait d'être retenu, d'être en compétition internationale long métrage, parce qu'on a reçu une 50aine de films, on les visionne et on retient 11, et votre film fait partie des 11 qui s'affrontent en finale, c'est déjà un mérite. Un mérite. Et puis, il y a une histoire avec la longueur des films de Melchi. Parce que ah ouais, il faut la qu'on en fameuse parle. affaire là. Tes films dépassent toujours 2h30. Qu'est-ce qui se passe, Melchi? J'aime ça. J'aime ça parce que, vous savez, le cinéma, moi je suis un conservateur. Je pense que c'est peut-être parce que justement, je suis déjà traditionnaliste au départ, que dans mon activité professionnelle, ça se répercute aussi. Vous savez, le cinéma au départ, c'est une histoire qui vous est déroulée, qui vous est racontée. À l'époque, lorsqu'on suivait les westerns, c'était jamais des productions de 30 minutes, hein. Quand vous suivez un western, vous êtes assis pour plusieurs heures. Ah bon? Bah oui, parce qu'on va vous parler de Django, on va vous parler de tel. C'était souvent en fait des histoires, j'ai envie de dire, qui sont déroulées, qui vous emportent dans un univers, qui vous font voyager. Et en réalité, c'est aussi un exercice pour moi. Parce que qui peut le plus, peut le moins. S'habituer à faire des films de 45 minutes, 1h30. 1h30. Vous pouvez avoir du mal à aller au-delà. C'est vrai, vous pouvez vous dire, bon, je ne fais que ça, c'est un choix. Mais en réalité, moi, j'aime bien tenir les gens par les tripes. C'est-à-dire, vous arrivez, vous vous asseyez en salle, on éteint les lumières, l'histoire commence, vous ne voyez pas les 3 heures passer. Et avec le retour du public, est-ce que ton objectif est atteint? Oui. Et quand la fin arrive, on met les lumières, vous regardez les... Oh, mais pour moi, l'objectif est atteint. D'accord, Melchi, on va parler maintenant de quelque chose que tu as dit et je suis sûre que tu vas bien te reconnaître. Oui. Tu disais, je cite, « Tout étant verrouillé au niveau du Gabon pour les artistes, je joue la carte de l'international pour pouvoir m'en sortir et je m'en sors plutôt bien. » Et là, c'était pendant la période du Covid, il y avait encore des mesures restrictives ici au Gabon. Mais moi, je voulais te poser la question. D'abord, c'est quoi la carte de l'international pour toi? Ça veut dire, est-ce que Melchi Ogbian gagne de l'argent depuis l'étranger avec ses productions depuis le Gabon? C'est quoi la carte de l'international? Sors-nous la doc, parce que nous aussi on veut jouer la carte de l'international. Alors la carte de l'international, c'est déjà trouver des financements, des niches de financement, parce que ça existe à l'international. Il en existe beaucoup quand même, à travers des créneaux qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître. Mais pour y arriver, comme je disais tout à l'heure, il faut se former. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, même pour répondre à un appel d'offres, il faut savoir comment le faire. Donc il est hyper important de se former. La carte de l'international, pour moi, c'est aussi rentrer dans les normes. Parce que, comme je le disais, le cinéma est un art. Et dans la pratique de cet art, il y a des normes dans lesquelles il faut rentrer. Donc il faut se former. Il faut se former, une fois de plus. Après, la carte de l'international, c'est aussi un certain nombre de sujets qui sont extrêmement importants pour le monde entier. Des sujets qui ont un enjeu international. Parce qu'un film qui a un enjeu réduit aura moins de chances de pouvoir s'imposer ailleurs. Il faut rentrer dans ces enjeux de portée internationale pour que votre film puisse porter une voix internationale. Tu dis tout étant verrouillé au niveau du Gabon. Moi, je voulais savoir, lorsque tu dis tout étant verrouillé, on parlait de la période du Covid-19 et des restrictions gouvernementales. Oui. Est-ce qu'avant les restrictions, est-ce que tout était déverrouillé?
Alors, avant la période de restrictions due à la Covid et tout ça, tout n'était pas déverrouillé, mais quand même, l'essentiel l'était. C'est-à-dire qu'on pouvait effectuer nos projections en salle. Nous, généralement, au niveau des studios Montparnasse, lorsque nous projetons, nous faisons toujours salle pleine. Ça nous permettait quand même de pouvoir projeter les films au public, de pouvoir tourner, de faire l'intérieur du pays, le tour du Gabon, comme nous aimons le faire, et puis après se déployer à l'extérieur. Un certain nombre d'activités qui gravitent autour étaient possibles, mais avec les restrictions, rien n'était possible parce que tout était complètement fermé. Bon, on l'a compris, c'était un mal nécessaire, mais c'était quand même extrêmement difficile. Donc, il fallait jouer à ce moment-là plus que jamais la carte de l'international pour des pays qui étaient un peu ouverts. Et dans les médias, tu dis d'ailleurs, nous les acteurs culturels, on a eu l'impression d'être très oubliés durant cette période. Ah oui. Cette impression est fondée car nous n'avons eu aucun accompagnement. L'État s'est investi dans plusieurs secteurs et par priorité. Oui, absolument, et c'est vrai. Nous avons eu l'impression, nous acteurs culturels, qu'on a pensé à tout le monde, mais sauf nous, quoi. J'avais fait un coup de gueule, j'avais fait 4 ou 5 postes après qui m'ont valu des coups de fil, de l'ombre, mais après j'assume. Je dis non, attendez, c'est vrai, bon, ce sont des mesures prises par le chef de l'État, le président de la République, c'est vrai, mais il a aussi quand même des conseillers. Et moi je dis, si on prend des mesures pour les uns, il faut aussi les prendre pour les autres. Donc, si on décide de regarder de près la situation de tel ou de tel, il faut aussi qu'on décide de prendre en considération notre situation. Mais pourtant, tu as dit, à toute situation difficile qui se présente, il faut avoir un esprit de manager et savoir développer, trouver des solutions transitoires pour faire vivre son art. Oui, c'est ce que nous avons fait en jouant la carte de l'international, mais tout en dénonçant le fait que ces mesures, pour nous, étaient un peu disproportionnées en fait. Voilà. Est-ce que ça a été une période difficile pour toi? Très difficile, très difficile. Vous savez, lorsque vous avez un groupe qui est là, qui est habitué à votre rythme de travail et qui n'attend que le mot d'ordre pour aller travailler et que bon, il faut rester sans bosser, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, on parle de toi, du travail. On parle de toi, le travail. On parle de toi, le producteur, le réalisateur. On parle de Melchi Obiang, le conseiller même. Tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu as du temps pour ta famille? Oui, toujours. C'est important. J'ai du temps pour ma famille, pour mes enfants, pour mon épouse, pour mes tantes, mes oncles. Parce qu'en fait, la famille, pour moi, elle est hyper importante. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis un conservateur. Je suis très assis sur les us et coutumes. Un vrai fan, quoi. Voilà, un vrai fan. C'est pour cela aussi que dans presque tous mes films, vous aurez toujours la famille, nos rites et coutumes, voilà. Est-ce que tu passes assez de temps avec tes enfants? Oui, je passe autant de temps que je peux avec mes enfants, mais il faut quand même avouer que l'activité me fait beaucoup bouger, surtout pour l'extérieur, mais j'essaie de rester assez proche d'eux, mais je ne suis pas non plus un papa qui dorlote trop. Okay. Parce que comme je disais, moi je suis traditionnaliste et chez nous la tradition a une grande place. Non, quand on dit papa, c'est papa. Ah ouais. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que tu es le papa qui fait peur? parce que nous, à notre époque, quand papa rentre du boulot, tout le monde est dans la chambre. Oui, voilà. Ouais, je dirais, en toute honnêteté, oui, je suis ce papa-là qui est frais quand même, mais tout en donnant de l'amour à ma façon. Est-ce que tu as une activité que tu aimes avoir avec tes enfants? Ouais. Ouais. En fait, avec mes enfants, j'aime bien. On a un petit truc qu'on aime faire, c'est se niquer en fait. Non, c'est se niquer. Et celle qui passe princesse à ça, c'est ma deuxième fille. Alors là, parce que ça, moi, j'étais comme ça un peu au school, à l'école. J'aimais trop prendre la tête aux autres, en fait. C'est comme ça. J'aimais trop prendre la tête aux autres, m'en moquer et tout ça. Est-ce que tu leur apprends la langue fan? Oui. Ah oui, je leur apprends la langue.
Quand on se parle, je m'arrange toujours à ce qu'il y ait des mots en langue, leur parler aussi, voilà, de nos traditions, pourquoi c'est important, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est très important. Est-ce que parmi tes enfants, il y a quelqu'un qui s'intéresse au cinéma? Non, malheureusement. Ah, carrément je vous jure pas. que ça, c'est ma tristesse la plus énorme. Donc tous t'ont déchargé, non, comme on dit au quartier. Les 3 m'ont correctement déchargé. J'avais espoir là sur le garçon. Ah non, lui très vite, hein, après son bac brillamment obtenu, il m'a clairement montré que vraiment non, il fallait même pas espérer un peu. Bon, la fille, pareil quoi, les filles pareil. Oh, peut-être qu'ils vont apprendre des métiers qui sont en rapport avec la gestion du studio, parce que le cinéma, ce n'est pas seulement que tourner et réaliser, c'est peut-être former, c'est aussi l'encadrement administratif. Voilà, donc. Ouais, dans ce sens-là. Rien n'est encore perdu. Pour parler de la réalisation de films, je me suis déjà fait une raison. C'est bon. Donc tu vas devoir, donc là tu vas carrément devoir trouver parmi ton équipe. Et donc, et donc dans l'équipe, on va d'abord te poser la première question. Comment on fait pour être acteur dans les studios Montparnasse? Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas un cercle fermé. Les studios Montparnasse, c'est pas un cercle fermé, sauf que nous organisons des castings de façon très organisée, de façon périodique. Pas tout le temps, parce que s'il faut organiser des castings tout le temps, quand est-ce que nous allons suivre ceux qui ont été castés? C'est comme une équipe de foot. Vous prenez les gens, vous les formez, après il faut les suivre, il faut les voir évoluer. Et donc, pour entrer dans la structure, il faut passer des castings. Généralement, nous communiquons, il y a des avis de casting, vous vous présentez et vous passez les tests. Il y a toute une équipe en place pour ça. Après, vous serez contacté et on vous dira si vous avez obtenu la moyenne qu'il faut et après, on vous indique Ah, c'est carrément noté. Ah oui, c'est noté. Ah, donc parce c'est qu'il y a comme plusieurs dans les paramètres. Films, il y a toute une équipe, et tout. vous arrivez, il y a toute une équipe, une dizaine de personnes. Il y a ceux qui vont vous noter sur, j'ai envie de dire par exemple les mimiques, d'autres vont vous noter sur votre expression, d'autres sur votre façon de vous présenter, etc., etc. Après, ils essayent de concocter une moyenne, tout en tenant compte aussi du fait que bon, vous pouvez être stressé, vous pouvez être ceci, cela. Et puis, autant que possible, on vous donne une chance. Et après, vous intégrez la classe de formation, en fait. Et voilà. La formation dure en général combien de temps? En général, 6 à 7 mois, avant que vous ne fassiez les premiers plateaux de télévision ou de cinéma, quoi. Voilà. Est-ce que moi, si je veux être formé, est-ce que je peux venir payer chez les studios Montparnasse pour la formation? Oui. Il y a ces cas-là aussi. Nous avons eu beaucoup de parents qui nous ont approchés et qui ont voulu que leur enfant soit formé. Pour beaucoup, pas pour tourner des films ici, mais juste pour avoir ce profil de comédien ou de comédienne, nous les confier. Et il y a aussi de grandes personnes qui viennent. Vous pouvez vous inscrire juste pour être formé. Et il y a aussi des gens très timides de nature qui viennent s'inscrire pour, en quelque sorte, apprendre à s'ouvrir et à dominer un certain nombre d'émotions. Et pour ça, ces exercices-là sont très efficaces. Est-ce que celui qui a payé est formé de la même manière que celui qui a été casté? Oui. Vous êtes dans la même classe et vous évoluez ensemble. Mais ce qui s'est souvent passé, c'est qu'après, celui qui est venu juste pour la formation, avec l'amour qui se développe en côtoyant les autres, finit aussi souvent par vouloir être sur le plateau de tournage. Après, ça, c'est une toute autre histoire. Et c'est la même chose pour tes équipes? Tu les castes aussi, l'équipe technique? Oui. Il y a un entretien. Après, voilà, il y a un suivi qui est fait, il y a un dossier qui est fourni, et puis il y a une évaluation aussi qui est faite pour savoir ce qu'il doit apprendre, ce qu'il ne sait pas, est-ce qu'il a déjà eu une expérience ou pas, est-ce qu'il débute à zéro avec nous, et puis former. Et nous avons formé beaucoup de jeunes qui ont appris le métier et qui aujourd'hui commencent à voler de leurs propres ailes en couvrant des événements, des mariages, en réalisant des clips vidéo. Et c'est ça toute notre fierté, quoi. Voilà.
Donc, Montparnasse School, il faut bien ouvrir ça. Est-ce que Montparnasse pense à devenir comme Juilliard, par exemple? Oui, c'est une ambition que nous avons, mais comme nous aimons bien faire les choses, nous allons progressivement. Mais c'est vraiment notre vision, c'est de pouvoir doter notre pays d'une école de formation de qualité dans les métiers du cinéma et même au-delà. Parce qu'il n'y a pas que le cinéma. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, notre slogan a été « Le cinéma est bien plus encore ». Le cinéma est bien plus encore. Nous, on va t'amener en musique et on va te faire écouter quelques titres. Et le principe est vraiment très simple. D'accord. On joue l'extrait et tu nous dis à quoi ou à quelle période le titre te fait penser. D'accord. C'est le Congo ça. Oh là là, c'est le cœur. Alors, le titre Congossa de Bafonga et Steve. Ouais, Steve Malungo, je pense bien. Ouais. Ça me fait penser tout de suite à la série Congossa, aux années 2000, 2002, 2003. Et là, la série battait son plein. C'était le rendez-vous de tous les Gabonais. C'est vraiment ça que c'est nostalgique en fait. Ça me replonge en plein dans mes débuts, quoi. On continue avec le prochain titre. Alors, ça c'est un titre de Kunkum qui me fait penser en fait à Paga Village. Paga Village, c'est après Lambaréné. C'est l'un des villages dans lesquels nous avons tourné sur près de 2-3 mois. Le long métrage Martha, la 7e épouse. Là, je revois un peu les journées et les nuits de tournage. Des moments très 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 difficiles. Très difficiles dans la brousse, dans l'eau. Ouais. C'est à ça que ça me fait penser en fait. Vraiment, est-ce que c'était facile la vie là-bas? Non, pas facile. Est-ce qu'il y avait l'eau, le courant? L'Ofila, c'est le village. Vous devez vous organiser en conséquence. Et lorsque vous arrivez, c'est la raison pour laquelle aller d'abord en visite, en repérage est très important. Parce qu'après, vous savez ce que vous devez apporter comme logistique, comme matériel. Et nous étions une trentaine quand même. Une trentaine, wow. Vous imaginez, une trentaine de personnes sous votre responsabilité sur près de 2-3 mois. Les enfants d'autrui. C'est énorme, voilà. Et en plus, dans un village, les histoires de sorcellerie, on est là, les enfants d'autrui, c'est juste waouh. On continue avec le prochain titre. Et celui-là alors? Annie Flore avec Angèle. Ça me rappelle Le secret des vierges. Ouais. C'est déjà au départ, c'est une chanson que j'ai souvent aimée parce que pour moi, c'était une collaboration de 2 grandes étoiles gabonaises et c'est un morceau qui a eu beaucoup de succès. Donc, le film auquel ça me renvoie souvent chez moi, c'est Le secret des vierges. Voilà. Avec l'histoire de cet homme-là qui se retrouve avec sa femme, qui souffre d'un cancer et tout ça. Et tu as fait participer Créole d'ailleurs. Oui, Créole, ah oui, qui est dans le rôle d'une sœur façon. Ça c'est une autre histoire. Là, c'est là, la voir sur un plateau de tournage, devoir la gérer, ça je vous dis, il faut le faire. Il faut taper du poing sur la table parce qu'elle, c'est un cas.
Mais ça a été une belle expérience de l'atout. D'accord, on écoute le dernier titre. Maya manoa tinga maatarae Hamunga koma maaba miningae Over my fireflies Enyinga mangasiliwa Okoma mankanga mininga atarae Ah oui. Alors ça c'est un souvenir énorme pour moi. Ça c'était le prix de la trahison. Et là la musique que j'avais choisie c'est une musique de la chanteuse camerounaise Label, qui avait d'ailleurs aussi apprécié l'œuvre. Et je garde un souvenir très impressionnant de ce film parce qu'il a battu tous les records d'entrée de salles de cinéma au Gabon. Le prix de la trahison avait fait exploser le Como. À l'époque, le Como était opérationnel et je me rappelle, on avait projeté pendant 1 mois, chaque week-end, vendredi, samedi, dimanche, et chaque soir, c'était plein à craquer. Au point qu'on devait rajouter des chaises, près de 200 à 300 chaises, parce que déjà au départ, le Como, c'était 1200 chaises, 1200 places, et on devait rajouter 300-400 chaque fois. Et c'était toujours plein. Et je me rappelle, un soir, la police avait dû intervenir, juste en face, parce qu'il y a la police. La police avait dû intervenir parce que la pression de la foule avait fait sauter la baie vitrée de la porte centrale. Oh là là. Le service de sécurité était dépassé. Est-ce que tu t'imaginais ce succès-là? Non, j'avoue non. C'était très impressionnant. C'est le film qui a... Jusque-là, il détient les records. Il détient les records. C'est vrai que les autres films, ça marche, ça se passe bien, c'est full. Mais le prix de la trahison, c'était un autre niveau. Non, il y avait eu des casses. Et la police avait été obligée d'intervenir. C'était énorme. Alors, un dernier mot pour la famille Montparnasse. Si tu devais nous donner une phrase qui définit aujourd'hui la famille Montparnasse, ce serait quoi? Montparnasse Family. Alors, la famille Montparnasse, c'est un carrefour. Un carrefour sur lequel se rencontrent des gens venus d'horizons divers, mais qui partagent une même passion et qui reçoivent à cet endroit une formation et une bénédiction de Dieu pour le don qu'ils ont en eux. Oh là là, c'est très beau, hein, c'est très beau. Tu nous as caché que tu étais aussi poète, Melchi. J'ai laissé parler mon cœur. Merci Melchi Obiang d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Tu as laissé les studios de réalisation pour le studio d'Akoum Radio. C'était un plaisir de t'avoir au mic avec Miss Boulalou. On espère que tu as passé un très bon moment. Ah oui, très très bon moment. Plaisir partagé, ça, je peux vous l'assurer. Et tu t'es beaucoup dévoilé et c'est comme ça ici au mic avec Miss Boulalou. Nous, on te donne toujours rendez-vous sur les 98.3 Akoum Radio ou encore sur notre site internet akoumradio.fm et sur notre application. À vous les auditeurs et tous les abonnés de Akoum Radio, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview.